Les investisseurs crypto sont illettrés financièrement. Personne ne sait vraiment ce que c'est un dividende à part ceux qui n'essayent pas d'en collecter le maximum. Voilà, on n'est pas des associations non lucratives, quoi. Et ça, ce sera en off total. Ah ouais? Oh, putain. Il y a un abonné qui vient me voir, ouais, j'ai 6-7 millions, j'aimerais bien que tu m'aides à les gérer. La plus grosse sponsor que t'aies faite. Peut-être un peu plus. Salut, c'est Farmer pour Crypto Daily. Let's go. Salut à tous, merci d'avoir cliqué. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, ça s'affiche ici, c'est important de s'abonner. Sachez que vous pouvez aussi retrouver nos contenus en podcast, en audio, donc on va être sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, partout. Vous pouvez aussi nous retrouver en newsletter, tous les jours en 2 minutes, on fait une petite newsletter, elle est totalement gratuite. Et voilà, on va pouvoir commencer. C'est parti. Quel plaisir de te voir. Bah ouais, ça fait longtemps, hein. On se voit pas souvent. On se voit pas souvent, c'est vrai. Tu te balades beaucoup. Je me balade beaucoup et puis tu disais qu'on se voyait pas souvent et puis à chaque fois le décor est différent, hein, parce que la dernière fois qu'on s'est vu il y a 6 mois, c'est vrai qu'on n'était pas là déjà. Ce décor, hein. Ça rapporte la crypto. Ça rapporte la crypto. Mais en tout cas, on va dire les termes aujourd'hui, mais c'est surtout toi qui va dire les termes. Donc juste avant de commencer à dire les termes, à se faire des ennemis, etc., Charles, est-ce que quand même tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, du coup, Charles, 29 ans, investisseur depuis un paquet d'années, investisseur crypto depuis 2020. Et dès que j'ai commencé à rentrer dans la crypto, quelques mois après, c'était tout le début de la finance décentralisée, DeFi, farming, PancakeSwap, etc. Il n'y avait pas de contenu en français sur le sujet, donc j'ai lancé ma chaîne YouTube Crypto Farmer début 2021. Et puis après, un bull market, un bear market, des hauts, des bas, des histoires, des réussites, des ratés. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses. De toute façon, en crypto, un rebranding, parce que forcément, récemment, je pense, pour en parler un petit peu, un gros désintérêt de la crypto pour plein de raisons, que ce soit en tant qu'investisseur ou en tant que créateur de contenu. Forcément, après, aussi avec l'âge, les... Profit maximaliste. Profit maximaliste, évidemment. On n'est pas dans la crypto. On s'est souvent pris la tête là-dessus. Ouais. Après, c'est vrai que tu vas tout entendre par rapport à la crypto. J'investis pour la tech, les trucs, mais bon, je pense que au début du moins, on est tous investis pour une seule chose, c'est faire fructifier son épargne, gagner de l'argent. Donc, c'est peut-être un des problèmes aussi de la crypto, mais c'est un problème. On rentre tous pour l'argent, ou il y a peut-être 10% ou 5% des gens qui ne commencent pas pour l'argent. Mais après, on reste quand même, tu vois. Donc, il y a l'argent d'un côté, mais il n'y a peut-être pas que ça, non? On reste quand même, je pense qu'il y en a quand même beaucoup, ils font leur vie et puis une fois qu'ils ont récupéré suffisamment, ils partent et puis ils ont bien raison. Tu as des exemples à nous donner? Non, mais il suffit de demander à un avocat fiscaliste le nombre de personnes en bull market qui traitent comme dossier pour faire des sorties de centaines, voire de millions de dollars de crypto, d'euros de crypto. Voilà, les gens, ils sont pas... Ça pourrait être sympa de recevoir un fiscaliste. Ouais, si tu veux, je te donnerai un petit... T'as quelqu'un chillé comme ça là? Ouais, après, c'est celui qui m'a aidé un peu à créer ma boîte et tout, Axel. Seban? Ouais. Je suis sûr que tu le connais, il est connu dans le milieu. Oui, je vois très bien, très sympathique. Okay. Ouais. Tu le valides? Ouais. Après, j'ai pas beaucoup travaillé avec lui, on a juste créé ma boîte et tout, donc, mais je suis sûr qu'il a une bonne réputation. Ouais. On essaiera d'appeler Alex à l'occasion. Qu'est-ce que tu faisais juste avant la crypto, avant 2020? Juste avant la crypto, je faisais pas grand-chose. Alors, j'ai toute ma vie privée, je travaillais, j'épargnais, etc. D'un point de vue investissement... T'épargnais beaucoup déjà? Ouais, parce que comme je l'ai dit un petit peu sur YouTube, après, évidemment, c'est la vie privée, je veux pas rentrer dans les détails, mais je travaille sur les bateaux de croisière, donc forcément, capacité d'épargne maximum, parce que t'es... n'importe quel boulot où tu as un logement de fonction et tu payes pas ton loyer, alors, que ce soit sur Paris, enfin, n'importe où, le loyer, c'est, je sais plus, 30-40% des dépenses des ménages. Donc, à partir du moment où tu travailles, tu n'as pas besoin de payer. Et toi, déjà, tu mettais le plus de côté à cette époque-là? Ouais, je mettais une grosse partie de mon salaire puisque je n'avais pas de dépenses. Après, forcément, d'un point de vue investissement, par contre, quand tu es jeune, quand tu as 21, 22, 23, 24 ans, même si tu commences à épargner pas mal de thunes, tu n'as aucune envie de t'intéresser à ça. Tu t'intéresses à d'autres trucs, évidemment, les filles, l'alcool, d'autres trucs, quoi. Comment tu as commencé à vraiment t'intéresser à tout ce qui va être investissement, etc. Je pense qu'il y a vraiment 2 choses qui m'ont vraiment poussé à investir. Premièrement, c'est qu'il y a un moment où tu épargnes peut-être 500 000 euros par mois, mais au bout de quelques années, ça commence à devenir une somme conséquente. Donc déjà,
Ça te donne envie de réfléchir à comment faire fructifier ça. Acheter un appart, quelque chose, etc. Voilà, c'est ça. Et deuxièmement, c'est le Covid. Évidemment, je pense que tout le monde a eu beaucoup de temps libre. Et voilà, il y en a, ils décident de faire... chacun fait ce qu'il veut de son temps libre. Mais moi, personnellement, j'ai passé beaucoup de temps pendant le Covid à m'intéresser à l'investissement. Et c'est aussi comme ça que je suis tombé dans les cryptos. Tu as commencé l'investissement via les cryptos ou via d'autres véhicules? Non, mais j'ai commencé alors 2016-2017, dès que j'ai commencé à avoir un peu d'épargne. Tu faisais quoi avec cet argent? Sur tous les trucs à la con, conseils de mes amis, de mes parents, des assurances vie bien chargées en frais. Assurance vie, la folie. Vraiment le pire truc du monde. Vraiment, tu rentres sur ce genre de véhicule d'épargne uniquement parce que tu connais rien. C'est ça, bien sûr. À partir du moment où tu recherches un petit peu, tu suis tout de suite passé ETF, PEA, etc. Donc, quel âge t'avais ton premier là, ETF? J'avais 25 ans. Ok. 25 ans. Donc, au final, tu fais un petit fuck à la banquière en lui disant ouais, je vais le gérer tout seul. Et après, quand tu commences à faire les comptes, putain, mais si j'avais investi tout cet argent sur un ETF monde en PEA, j'aurais eu 10 000 euros de plus, 20 000 euros de plus. Tu te dis putain. Ça, c'est marrant parce que tu peux passer tellement de temps à trouver le petit code promo pour économiser 20 balles à droite à gauche. Et en fait, tu as des grosses décisions financières. Mais parce que c'est le jeu des banques aussi. Aujourd'hui, les banques, elles sont là. Alors voilà, on a ce véhicule. C'est toujours compliqué d'ailleurs. Quand j'ai des rendez-vous, j'étais il y a quelques semaines avec une banquière, elle commence à me parler d'assurance vie et tout. Je me considère quand même maintenant au-dessus de la moyenne niveau investissement. Genre, je sais c'est quoi un ETF, je sais comment ça marche, je sais comment en acheter, je connais la fiscalité autour. Mais elle te dit des termes, enfin, c'est compliqué. Genre, ils rendent le truc ultra compliqué. Ils rendent le truc compliqué alors qu'en fait, vraiment, c'est tout simple. Il faut juste, passer quelques bonnes heures en regardant du bon contenu pour tout comprendre. Et après, tes ETF préférés? ETF, le plus global possible, c'est le mieux, avec le moins de frais possible. Donc World, un bon ETF monde, c'est très bien. S&P, même si aujourd'hui, je suis plutôt vision World. Mais, Ok. Moi, tu vois, j'en ai pas beaucoup des ETF, mais les grosses majorités, c'est le S&P. Ouais, non, mais S&P, tu as 50% de la bourse mondiale, World, tu as 80%. À partir de ce moment-là, de toute façon, sur le très long terme, sur 20-30 ans, alors forcément, tu as des périodes où les États-Unis surperforment par rapport au reste du monde, etc. Mais sur le long terme, de toute façon, à partir du moment où tu as un gros morceau de la bourse mondiale, c'est quasiment. C'est pas un détail, parce qu'évidemment, ça peut faire des grosses différences sur une décennie et tout. Si tu as une vision long terme, le plus important, c'est d'avoir le plus gros morceau de la bourse sans frais. C'est vrai. Mais avec ou sans dividende? Ah là là. Alors, je fais exprès parce que je sais que c'est une question qui ravage sur les réseaux. Tout le monde sont là. Il y a un débat qui ne s'arrête pas depuis des années sur avec dividende ou sans les dividendes. Non, mais en fait, une fois que tu as compris ce que c'est que le dividende et que c'est un détachement du prix de l'action, et parce que le truc, c'est que personne ne sait vraiment ce que c'est un dividende à part ceux qui n'essayent pas d'en collecter le maximum. À partir du moment où vraiment tu comprends ce que c'est, tu comprends tout l'intérêt d'avoir un ETF capitalisant pour justement éviter qu'il y ait ce détachement. Qui veut dire que les dividendes vont être réinvestis dans l'ETF. Comme ça t'évite ce détachement. Même si potentiellement, après, tu peux les réinvestir, ça t'évite la case impôt et la case des frais pour les réinvestir. Donc, une fois que tu as compris ça, tu n'as plutôt envie de les éviter. Après, ça, c'est un grand sujet et je pense qu'on peut bien en parler. Le truc des dividendes, pourquoi ils sont si populaires, c'est que ça fait vendre. Voilà, ça fait vendre. Tu te dis, ça y est, je suis rentier. En fait, t'es débutant, du coup, tu n'as pas toutes ces connaisses. Donc, ça plaît le dividende, revenu passif, tout ça. C'est des mots, ça te chatouille, quoi. Bien sûr. Et du coup, oui, ça fait vendre parce que ça attire le public débutant, donc ça fait beaucoup d'affiliations. Alors que quand tu fais du contenu un petit peu plus haut niveau, tout le monde a déjà son compte titre, son PEA truc, donc tu fais 0 affiliation. Et le deuxième truc, c'est comme c'est un public débutant, il va payer pour suivre un portefeuille, il va payer pour une formation, il va payer pour plein de trucs. Voilà, le public débutant rapporte beaucoup d'argent aux créateurs de contenu. Et les actions à dividendes attirent un public débutant. Donc, si le créateur de contenu, son but, c'est de faire le maximum d'argent, mais tu deviens créateur de contenu, action à dividendes, c'est ce qui rapporte le plus. Mais c'est la même chose pour la crypto. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire que tu as ton compte Binance, c'est déjà plus compliqué. Tu as quelques segments de la crypto qui vont attirer plus les débutants. Et du coup, un débutant, c'est... Lesquels pour toi aujourd'hui, tiens,
C'est les segments crypto qui vont attirer les débutants. Bah, quand tu parles d'avoir une approche très passive sur les grosses cryptos, jouer les cycles à long terme, tu vois, ça va pas attirer beaucoup de débutants parce que ça fait pas rêver. Quand tu vas dire sur Telegram que moi, je vais lâcher des calls qui font x10, x100, etc., là, tu attires du débutant, donc ils n'ont pas de compte. Donc, en plus, tu leur dis que le shitcoin, il est disponible que sur un exchange obscur qui, en plus, rapporte beaucoup d'argent et tout. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas du tout un alignement entre le créateur de contenu et le portefeuille de l'investisseur, que ce soit la bourse ou la crypto. Et pour en revenir au sujet des assurances vie, là, de la banquière, pareil, tu vois. La banquière, elle est payée à la com. Elle n'est pas payée... Elle est très contente de nous faire signer une très belle assurance vie. C'est ça. D'ailleurs, assurance vie, le nom ne veut strictement rien dire. Enfin, ce n'est aucun rapport avec une assurance vie. Ouais. Alors attention, tout n'est pas à jeter. Hein. C'est une super envipe pour la transmission et tout. Mais c'est très bien. Mais je pense pour beaucoup de l'audience, c'est quoi? C'est moyenne d'âge, une trentaine d'années. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Puis il faut avoir un gros patrimoine pour que ce soit utile par rapport à la transmission. Donc très peu de personnes qui sont pour qui il y a vraiment un intérêt d'avoir une assurance vie. On s'est un peu laissé déborder. Ouais. On va retourner un peu dans le sujet. Allez. Tu es sur les bateaux, tu économises de l'argent, tu mets en bourse, en crypto, tu découvres. C'est quoi ta première approche avec la crypto? La première approche... que ce soit la première vidéo que tu vois, le premier moment où tu lis le mot crypto, c'est quelle séquence? Alors, d'un point de vue temporel, c'est à peu près sur la remontée entre le crack Covid et le dépassement de la TH, où je commence à voir du contenu par rapport à la crypto. Moi, j'ai investi juste avant le dépassement de la TH, donc je crois que c'est novembre ou décembre de 2020. Et au début, tu vois ce qui est le plus visible, hein, c'est surtout les maxi, les sailors à l'époque étaient ultra populaires parce que c'était le mec qui allait acheter tous les bitcoins. Le gourou, ça l'est encore aujourd'hui. Hein. Ouais. En tout cas, en ce moment, il est en train de vendre pas mal de ses actions MicroStrategy. Il en a une paire, lui. Ouais. Non, mais après, faut profiter. Quelle crypto t'achètes en premier? En premier, j'achète beaucoup de bitcoin et je fais un petit portefeuille diversifié de plein d'altcoins. Tu penses déjà de faire un portefeuille comme ça? Tu vas en mode sérieux investisseur ou au début tu commences en mode casino quand même? Ah non, j'y vais en mode sérieux investisseur. Après, avec une somme que j'étais prêt à perdre, 10% de mon patrimoine. En mode, si ça fructifie, tant mieux. Si je perds 10%, tant pis. C'est une belle somme, 10% déjà pour commencer? Ouais, c'est une belle somme. Après, évidemment, je n'allais pas mettre 1%. Quoi. Il y a un moment... Là, tu n'étais pas encore créateur de contenu. Hein. Tu étais juste c'était de l'argent que tu avais mis de côté, etc. Ok. Et mes critères pour les altcoins, c'est sur Binance ce qui est rapporté en staking. Voilà, vraiment l'approche débutant. Toi, t'as mis du VeChain, toi. Niveau 0. Non, je sais pas. Je m'en souviens, il y avait du Atom, TRX, il y avait pas mal de trucs. TRX. Tout ce qui est rapporté en staking, moi, j'étais attiré par le côté rendement et tout, comme tous les débutants, en fait. Hein. Rendement passif, tu dis, j'ai rien à faire. Ouais, c'est ça. C'est avec Binance aussi. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de gens comme ça. Ouais. Avec le staking et tout. Et la DeFi. Aujourd'hui, en fait, la DeFi, c'est ce qui a fait vraiment que tu as créé ta chaîne. On en est où aujourd'hui sur la chaîne, sur les statistiques? 80 000 abonnés? Je fais 40 000 abonnés. Après, en nombre de vues, je fais 5 à 6 000 à peu près. Ça a pas mal baissé depuis le bear et aussi, je fais beaucoup moins de contenu. Aujourd'hui, tu as quelle fréquence de contenu? Franchement, là, j'étais à une vidéo par semaine, là, de temps en temps. En fait, ça dépend vraiment. Je me fixe pas de... Ouais, là, si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Si j'ai rien à dire, je le dis pas. Il y a des moments, pendant 3 semaines, j'ai pas sorti de vidéo. Pas de pression, tu vois. Pas de pression. Ok. Est-ce que c'est pas la meilleure chose au final? Ouais. Parce que moi, là, je suis en rush de sortir des vidéos. On sort beaucoup de vidéos en très peu de temps. Tu souffles, hein. Moi, j'ai jamais pris autant de plaisir à faire des vidéos vraiment au tout début. Quand ça me rapportait 0 thune, c'était que du plaisir. Il n'y avait aucune contrainte. Vraiment, c'était après le truc, et je pense qu'il faut que tout le monde comprenne, surtout en plus, il n'y a pas longtemps, après la petite chasse aux sorcières, c'est que on n'est pas des associations à but non lucratif. Quoi. Je peux pas... Ah bon? Je peux pas passer une journée à faire... Tu gagnes de l'argent? Ouais, je peux pas passer une journée à faire une vidéo gratos, quoi. En fait, ça devient compliqué à un moment. C'est ça. Ta première sponsor, c'est quoi? Je pense que c'était vraiment un truc débilos pour une somme ridicule parce que ça te paraît beaucoup d'argent. Hein. Mais oui, mais ça te paraît beaucoup d'argent quand tu es en dehors de l'écosystème. Mais après, quand tu sais tout ce qui se passe, à l'intérieur, tu te dis en fait, je me suis fait arnaquer un petit peu, mais bon. C'était avec qui, tu peux nous le dire?
Franchement, je n'ai aucune Putain, idée. tu te souviens pas. Aucune idée. C'est à quel moment, toi, que la chaîne, tu commences à te dire, donc tu lances la chaîne, tu fais des vidéos, et tu vois que ça commence à prendre quand même. Tu vois que, yes, ça... Ah bah c'est les stats, quoi. Le nombre d'abonnés, le nombre de vues, le nombre Mais de en combien de temps, commentaires. ça Franchement, assez vite parce que je suis rentré sur le YouTube Game, il n'y avait personne qui parlait de DeFi. Il y avait personne Et déjà, qui parlait de c'était tout DeFi. nouveau. Et surtout, tu n'avais personne qui le faisait en français. Ou en tout cas, de manière un peu construite, avec une vidéo assez quali. Chez les ricains, c'était qui le faisait? Ah, là, tu me poses des questions. Compliqué. C'était il y a 4-5 ans. Il y en avait quelques-uns. Il y a quelques-uns après. Comment toi, tu faisais pour apprendre tout ça, vu que tu n'avais pas de contenu à aller chercher? Non, mais c'est tu À lisais force d'essayer tu lisais des documents de protocole, tu faisais tout ça. Il y avait des comptes Twitter qui faisaient des recherches, tu avais petits retours, des Discord et tout. Donc vraiment, c'était fallait fouiller, quoi. Fallait fouiller. Et c'est pour ça que personne ne voulait le faire à l'époque, tu vois. C'est vrai que même encore aujourd'hui, c'est pas toujours facile la DeFi. Hein. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de trucs comme ça. Enfin, Ouais, effectivement, c'est assez difficile. c'est pas comme la finance tradi où quand même tu as Oui, des là, recherches, tu as aujourd'hui, des totalement, trucs, c'est cadré. Voilà, tu as la fiscalité des dividendes. Si t'es pas con, tu sais qu'il faut pas les prendre, etc. Bon, bref. Et toi, donc, tu te rends compte dès le début que ça marche? Ouais, je me rends compte tout de suite que ça marche et je pense vraiment qu'il y a une opportunité, même si vraiment au début, tu comprends pas vraiment ce que tu fais. Voilà, tu poses des stablecoins, tu peux faire 80% de rendement. À côté de ça, tu as livret à l'époque, c'était 0,25 ou 0,5. C'était sérieux, les 80% de rendement? Genre, Ouais, t'as c'était laissé payé. des fonds pendant une année sur un 80% Non, de rendement? évidemment. Mais ça, Ok. après, dès que tu sais que c'est vite dilué. Mais après, en plus, à l'époque, tu farmais c'était le token cake, PancakeSwap, il était à 30, 40, 50 centimes, $1. Il est à 20 là. Donc, si 18, tu le gardais et que tu le vendais plus tard, en plus, du coup, fallait multiplier le multiplicateur que tu te prends sur le token. Il faut l'appliquer sur le rendement que tu as touché, quoi. Est-ce que c'est un Ponzi tout ça? Je te dise la vérité. Ouais. Bah oui, évidemment. C'est pas un Ponzi, c'est un jeu à somme nulle, tu vois. C'est comme une table de poker, tu vois. Tu vas avoir 9 joueurs qui vont s'installer. Il n'y a pas d'argent qui est créé, c'est de l'argent qui est déplacé d'une personne à une autre. Bah, tu vois, tout ce qui est farming et tout, il n'y a pas d'argent qui est créé. Il y a le casino, donc souvent ça va être les développeurs ou pour les mêmes coins, les exchanges qui récupèrent une partie des frais de transaction, etc. Tu as la partie casino. Et puis après, voilà, c'est du PVP, quoi. C'est les gens. Du PVP. Non, mais c'est C'est ça. les gens contre la banque. C'est une partie de poker. Moi, j'avais une approche toujours farm and dump. Donc vraiment récupérer les tokens, les vendre. Et Ça a bien marché. ouais, ça a bien marché parce qu'en fait, tu prenais évidemment les risques du protocole, qu'il se fasse hack, etc. Mais au moins, tu prenais pas le risque d'investir sur un token qui, du jour au lendemain, pouvait descendre à zéro. Et puis, on en a vu des tokens On a vu des tokens. des tombes, des mecs, tu vois, juste comme ça, là, de tête, je peux t'en sortir, qui étaient à des milliards de market cap et qui Du sont... jour au lendemain qui ont disparu. Petit moment pub quand même, parce qu'on parle tellement de DeFi que je dois en parler, sinon mes associés vont me fumer. Tu sais qu'on fait une newsletter DeFi. Bah écoute, tu viens de me l'apprendre. Ah, voilà. Alors c'est très simple, elle est gratuite toutes les semaines en 10-15 minutes. Tu as des explications des protocoles, des stratégies potentielles à mettre en place, un outil de la semaine. Ça, les gens aiment beaucoup un outil DeFi chaque semaine. Et le lien est en description si jamais vous voulez vous abonner. Et Farmer va aller le faire tout de suite après, même s'il est devenu anti-DeFi. Mais tu vois, maintenant, il y a trop de concus. Hein. Il y a Ça, trop de concus, c'était pas comme à l'époque où j'étais tout seul, quoi. Maintenant, c'est aussi pour ça que je me suis un petit peu désintéressé à la crypto et tout. C'est vraiment ce que je kiffais faire pendant le premier bull market en 2021. Et ça, surtout, c'était les vidéos. aller chercher des stratégies. Voilà, et puis quand tu fais une vidéo et que tu tapes le nom du protocole, tu n'as aucune vidéo sur YouTube en entier. Et toi, tu es le premier à découvrir le protocole stylé, et tout, c'est stylé. J'ai 100 000 $ en USDT là maintenant. Ouais. Qu'est-ce que j'en fais? Je veux un truc pas trop risqué, mais sympathique. Bah, 100 000 $, déjà, tu restes sur la blockchain Ethereum. Okay. Là, il y a un protocole en plus que je viens de présenter. Après, je sais pas quand est-ce que le podcast va sortir, mais c'est les fondateurs de Instadapp. En fait, ils ont un protocole ultra simple. En fait, c'est un vault. Tu déposes tes USDT et après, ils vont être répartis sur quelques protocoles souvent très safe. Et aujourd'hui, parce que même les protocoles safe rapportent pas mal de thunes, tu peux faire du 25-30% parce qu'on est en bull market. Hein. Et safe quand même?
Safe, ouais, parce que tu vas quasiment que sur des protocoles Ethereum qui sont quand même suffisamment. AAV, etc. Voilà, des trucs. Après, tu as des stratégies, Parce que des AAV, je trucs. regardais tout à l'heure, on est à 5% là, sur de l'USDT. C'est vrai, bah, normalement, tu dois être un peu plus. 6%. Parce que là, le DAI, ça doit rapporter du 13%. Ouais, donc. Tu peux faire entre du 10, du 10 et 25. Avec du 10 et 25. Ouais, mais après, parce qu'on est en boule. Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait avec ces 100 000? Ouais, moi, franchement, le farming en stablecoin. Non, alors tu les changes. Hein. Tu dis, voilà, j'achète du Bitcoin, j'achète de l'Ether. Ouais. Après, c'est compliqué parce que tu vois, tu m'aurais dit ça il y a 6 mois, je serais rentré 100% sans réfléchir sur le marché. Là, je pense que tu as encore une belle jambe haussière sur le marché, minimum. Donc, je pense que c'est dommage d'aller chercher des petits rendements stablecoin alors que tu as encore une belle jambe haussière. Sur l'Ether, notamment. Ça veut dire que ça va monter pour toi. Ah ouais, un bon petit. Ether à 10 000 toujours? Ether à 10 000, Bitcoin à 100 000, ouais, c'est les objectifs. Toi, t'attendais un moment flippening. Hein, mais je l'attends toujours. Tu mais... l'attends toujours. Alors, on a eu le flappening dans les NFT récemment. Mais... Non, mais après, là, le Bitcoin a beaucoup d'attractivité, notamment avec l'ETF qui est sorti. L'ETF Ether, on sait qu'il va sortir, peut-être pas en mai, peut-être plus tard. Il est déjà sorti la semaine dernière à Hong Kong. Hein. Ouais, mais du coup, celui des États-Unis. Et puis en plus, moi je pense qu'il y a un phénomène qui va se passer, j'entends pas trop parler, c'est qu'aujourd'hui, un gros fonds d'investissement, on en a vu qu'ils mettent, après c'est des gros fonds d'investissement, donc ils vont pas mettre du 10% sur du Bitcoin, mais mettre du 0,5, 0,6, 1%. Et ces gens-là qui vont qui vont vouloir s'exposer sur une autre crypto, par exemple l'Ether, parce que c'est probablement le deuxième ETF qui va sortir, ça m'étonnerait qu'ils peuvent rajouter 1% de plus d'allocation à l'Ether, tu vois, et avoir 1% de crypto. Tu veux dire qu'ils vont devoir diviser ce qu'ils ont, vendre ce qu'ils ont en Bitcoin? Je pense qu'il va y avoir un énorme transfert, et aujourd'hui, voilà, les fonds qui peuvent avoir 1% d'allocation aux crypto, ils ont 1% de Bitcoin, et puis quand l'Ether va sortir, potentiellement, ils vont... 0,5. C'est ça. Ou un truc comme ça. Et puis les instits, ils vont avoir une approche très cash flow de la chose, très mathématique. Ils vont regarder les chiffres et tu vois, Bitcoin, ça a une inflation aujourd'hui, alors que de l'autre côté, Ether, c'est déflationniste et ça rapporte 4% de yield. Non, mais c'est... On va se battre là, j'enlève la veste. Non, mais en fait, le but, c'est même pas mon avis ou ton avis, c'est l'avis de ces investisseurs-là. Et ces investisseurs-là... Tu penses qu'un instit aujourd'hui considère que... alors Bitcoin a de l'inflation jusqu'à un temps limité quand même. Ouais. Et c'est ultra contrôlé, là où Ether, par contre, la déflation n'est pas contrôlée tant que ça. Tu ne contrôles pas le nombre d'Ether qui est brûlé. Tu ne contrôles pas peut-être qu'à un moment, il va y avoir beaucoup moins d'Ether brûlés. Tu ne contrôles pas, mais de toute façon, comme il est... Et est-ce que la déflation, c'est plus intéressant que l'inflation à la fin? Comme il est reversé au staker, de toute façon, l'inflation, tu vas toujours être au moins neutre, quoi. Okay, plus le fait que tous les Ethers ne soient pas stackés, tu en as quoi? Tu en as 30%. 37% stacké. C'est-à-dire que si tu les stakes, tu récupères aussi la part du gâteau des gens qui ne stackent pas. Je comprends. Donc, il va avoir ce côté économique. Alors, forcément, dans la sphère crypto, si tu es Bitcoin maximaliste, tu vas pas aimer. Tu vas pas kiffer. Mais le truc, c'est que voilà, celui qui gère le hedge fund de 2 milliards, c'est pas le Bitcoin maximaliste. Tu vois, c'est le mec qui va devoir pitcher. Franklin Templeton avec les yeux. Tu sais, c'est Ben Franklin, leur logo. Et à un moment, quand ils ont eu l'ETF Bitcoin, ils ont mis les yeux maxi sur Twitter. C'était assez drôle. Ah ouais. C'était assez sympathique. Ouais, mais après, faut comprendre aussi leur intérêt. Tu vois, c'est toujours encore, je reviens à l'alignement des intérêts. Tu vois, le CEO de BlackRock, là, tout le monde dit, ça y est, maintenant, il a compris, ça y est, il est devenu Bitcoin Maxi, il sait, tu vois, il a compris, il a fait ses recherches. Il va juste attendre de tomber sur meilleure opportunité, il va y aller. Mais oui, mais c'est juste un CEO, son métier, c'est de rapporter de l'argent. Voilà, de rapporter de l'argent à sa boîte. Quand il n'y avait pas de produit qui permettait de rapporter de l'argent via le Bitcoin, il disait que c'était de la merde parce qu'il n'avait aucun intérêt que les investisseurs aillent dessus. Maintenant qu'il en a un, forcément, Bitcoin, c'est l'or numérique, tout ça. Quand tu prends 0,25%... tout. Bah oui, faut toujours bien comprendre l'intérêt économique de la personne pour vraiment pouvoir décrypter son discours. Et quand tu regardes tout ça, tu te dis que... En fait, il est peut-être pas du tout maxi. Hein, il est juste un profit maximaliste. Voilà, il veut juste que les gens mettent de l'argent sur... les profits maxi, exact. Probablement. Tu testes des stratégies, donc quand tu commences, jusqu'à aujourd'hui, j'imagine que tu dois encore regarder, imaginer. Un petit peu, ouais. Les boucles de lending et de borrowing, tu faisais ça? Ouais, il y a vraiment... En plus, ça, c'était au tout début, c'était sur Matic, Polygon Matic,
où on te donnait du token si tu déposais sur AAV, mais on te donnait du token aussi si tu empruntais. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu étais payé à emprunter. Donc, tu déposais pour emprunter. Ce que tu empruntais, tu le redéposais pour réemprunter, etc. Et ça te faisait une boucle infinie de farming? Ouais, pas infinie, parce que tu as des limitations. Avec 100, tu peux emprunter que 80. Donc, au fur et à mesure, ça... Ouais, mais tu peux faire facilement... donc, c'est 20% chaque fois. Tu peux faire 4-5 boucles, quoi. Ouais, facile. Et puis même, tu avais, t'avais un protocole, justement, un StadApp, qui te permettait de faire avec un flash loan, du coup, plutôt de devoir emprunter, déposer, emprunter, déposer, emprunter, déposer. Tu pouvais avoir ta position finale en un clic. Et voilà, c'est un peu ça mes premières vidéos. Et c'est pour ça que ça a beaucoup marché, parce que tu n'avais pas beaucoup de... C'est pas risqué de faire ça? Tu étais 100% exposé sur AAV. Donc, si AAV, ça tombe, tu tombais avec. Mais après, de toute façon, si tu es payé à emprunter, c'est ça. Est-ce que tu as eu des moments où tu as fait une erreur? Tu as raté un truc? Tu as fait de la merde? Parce que si dans cette boucle, un moment, tu me dis si je l'interprète bien, mais à un moment, si jamais dans la boucle, donc tu utilises un protocole, puis un autre, puis tu retournes sur le premier, etc. Si dans toute cette boucle, il y a un seul protocole qui bug, c'est tout le château qui s'effondre. Ouais. C'était déjà arrivé? Non, j'ai eu de la chance. Je suis passé à travers toutes les balles. On va dire ça comme ça. C'est vrai que t'es passé à travers beaucoup de balles. Je me rappelle la veille de FTX, on avait déjeuné ensemble. Le seul endroit où j'ai perdu de l'argent, un tout petit peu sur Terra, parce que j'avais un shitcoin que j'avais bloqué pendant 4 ans parce que j'aimais bien le protocole et tout. Mais c'est bien, tu vas bientôt franchement, pouvoir le récupérer. C'était une somme ridicule. J'avais bloqué parce que j'avais kiffé le protocole et tout. Okay. Et sinon, tu n'utilisais pas encore protocole qui me donnait 20% j'ai utilisé, j'en ai fait des vidéos, j'en ai fait des tweets. Un mois avant à peu près, j'ai retiré en vidéo, etc. Parce que le but de la chaîne YouTube, c'était vraiment de partager tout ce que je faisais en transparence. Okay. Donc un mois avant, je retire parce que je dis que ça commence à être trop gros et que ça peut s'écrouler. Et puis après, je commence à balancer, comme je suis plus dessus, je commence à balancer quelques tweets et tout, comme quoi ça va s'écrouler et tout, parce que je le pensais vraiment. Hein, Ah, tu pensais vraiment un mois avant, tu pensais vraiment que ça va... c'est pour ça que je retire ma thune. Si je pense que ça va durer 3 ans encore, j'ai aucune raison de retirer mon argent dessus. Non, je retire parce que je pense que ça commence à être chaud. Évidemment, c'est mon métier, entre guillemets, c'est de partager ce que je fais. Tu l'as plutôt bien vu. Ouais. Donc, tu as quand même sauvé... plusieurs personnes, enfin du moins plusieurs Après, abonnés. c'est compliqué parce que tu vois, tu en as toujours, ils vont dire que parce que tu en as parlé. Ouais, j'ai pas vu la dernière vidéo, donc ça, je suis resté tombé dedans. Ouais, ok. Mais tu as eu des gens quand même qui t'ont dit j'ai retiré quand t'as retiré. Mais c'est marrant parce que le jour où ça crache, à Luna, je reçois à la fois des menaces de mort, comme quoi je leur ai fait perdre tout leur argent sur Terra, et à la fois des dizaines de messages. Putain, vraiment, tu m'as sauvé. Moi, j'étais 100% sur Terra. J'ai retiré en même temps que toi et tout. Du coup, il y a ce grand écart sur ma messagerie Twitter. Compliqué les menaces de mort. Qu'est-ce que ça fait de recevoir des menaces de mort? Ouais, franchement, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Moi, personnellement, c'est aussi un peu ça qui m'a fait me désintéresser de la crypto. C'est que vraiment l'écosystème est pourri. Tu trouves l'écosystème entier pourri? Ouais. Que ce soit les membres, les builders, les influenceurs, le retail, tout le monde, tous les acteurs sont pourris? Non, à part quelques retail qui, je pense, sont comme moi et qui ont juste envie de prendre leur billet, je pense que vraiment, c'est sale, quoi. Et pourquoi je dis ça, c'est pas parce que il y a des projets qui font moins 95% et tout, mais c'est surtout en étant de l'autre côté de la barrière en tant que créateur de contenu. Enfin, tu te dis que tu as 100%, c'est vraiment catastrophique. Après, si tu veux qu'on commence à raconter des anecdotes. Vas-y, moi je suis très curieux. Je vais vous parler d'anecdotes, comme quoi les créateurs de contenu sont pour une énorme majorité un peu dégueulasse, etc. Tu as des exemples? D'un point de vue créateur de contenu, alors pour commencer sur les anecdotes, alors ça, j'ai pas vraiment de nom à donner, mais bon, voilà, tout le monde le sait. Les créateurs de contenu traders qui font, qui ont fait. Ça va monter, tac tac, ça va là, donc ça remonte là et ça redescend là-bas. Voilà, ils ont fait pendant 6 mois, ils ont gagné 2000 €. Du coup, ils commencent à lancer des formations, ils deviennent créateurs de contenu. Et là, ils gagnent vraiment beaucoup d'argent. Voilà, il y a ça, il y a ce côté-là où tu as des traders, créateurs de contenu qui ne traitent pas aujourd'hui, qui font la majorité de leur argent avec la création de contenu. Donc déjà, il y a ça.
Non, après, sinon, dans les autres anecdotes qui vraiment font dégoûter de la crypto, t'as, je pense que tu connais Bien sûr. les fameux journalistes indépendants voilà, qui disclaiment leur portefeuille parce qu'ils ne font pas de sponsor, ils ne sont pas investis. C'est vrai que vous avez un passif avec. Enfin, toi, vous vous êtes jamais aimé. Et tu bipes tout, hein. Et je bip tout, mais vous êtes souvent. Il y a souvent eu des tweets interposés. Ouais. Non, mais en fait, c'est-à-dire qu'en fait, je les avais cramés là avec leur histoire de on est on est des journalistes indépendants, on fait pas de sponsor, on se rémunère grâce à vos abonnements, etc. Et puis, c'est bizarre parce que tu vois un peu toujours les mêmes protocoles qui arrivent. Quand tu as FTX qui tombe, là, tu as un acteur français qui fait perdre beaucoup de thunes à leurs investisseurs. Et puis, tu as un des mecs qui arrive sur BFM Business et qui les défendent. Tu te dis, c'est bizarre quand même qu'il y ait ce focus sur telle entreprise quand même, alors que normalement, ils sont censés être indépendants et tout. Bon, après, tu apprends par des connexions que en fait, ils facturaient du sponsoring via une société de consulting, etc. C'est vrai ça? Hein? C'est vrai cette histoire? Bah écoute, Inch'Allah. De ce que tu en as sorti, tu penses que c'est vrai? Inch'Allah. Oui, évidemment, j'ai pas de preuves. Et puis même, franchement, même si j'ai des preuves, tu crois que j'ai quelque chose à foutre de... Voilà, chacun fait son beurre. De toute façon, en crypto, personne n'est 100% propre. Mais voilà, tu vois, les journalistes qui se veulent être les gens du bien, en fait, tu vois, ils font un petit détournement de sponsoring via une Alors, effectivement, si jamais c'est un cas qui est prouvé, là, c'est pas top du tout. Ouais, il y a ça. Après, pour rester dans les noms très connus, et tu vois, c'est marrant parce que toutes ces personnes-là, c'est quand même des acteurs majeurs de l'écosystème. Et tu te dis qu'en fait, ces acteurs majeurs, tu vois, ils sont... Et d'ailleurs, ils font un très bon boulot journalistique en soi. Ouais. Tu lis un peu les newsletters qu'ils font? Ça t'arrive de... Non. Je crois que... Tu vois, on en parlait l'autre fois, on a fait un Crypto Drinks où on parlait de ça, de vraiment, est-ce que les médias français sont trop dépendants des médias américains? Tu vois, typiquement, aujourd'hui, un Crypto Daily, un Journal du Coin, un Cryptost, on va faire des trucs un peu ludiques, etc. Mais souvent, les news qu'on va sortir, ça va toujours être des news qu'on a chopées sur tel compte anglais, chez Coindesk, etc. Tu vois, à la fin, on a tous la même truc. Et à part qui, eux, vraiment vont aller essayer d'appeler, passer des coups de fil, essayer de choper des scoops, quoi. Et aujourd'hui, en vrai, il n'y a que eux, et peut-être un peu Hawk aussi qui le fait, mais qui vont se faire chier à aller créer de la news, plutôt juste de la distribuer. Ouais, mais après, oui, forcément, je pense qu'ils travaillent, c'est pas non plus des escrocs derrière, mais voilà, quoi, c'est... Oui, bon, ça change rien au point que, voilà, tu fais un détournement de sponsor via tout ça. Oui, alors ça ne change rien du tout si c'est avéré, bien entendu. Est-ce que c'est pas juste quelques acteurs qui sont corrompus dans un écosystème quand même assez grand, qu'on se le dise? Aujourd'hui, on a de la chance, on a un écosystème qui est développé, on a des boîtes très propres qui sont dedans, des gens qui aident énormément. On va penser à la DAN notamment, qui vont vraiment essayer de pousser et d'aider le mouvement. Est-ce que c'est pas juste quelques acteurs gangrénés à gauche, à droite, plutôt qu'une majorité de personnalités? Non, je pense que t'en es pas convaincu. Non, mais je vois même. Je pense que là, il y a des gens qui vont réagir, mais même toi, Farmer, tu as fait des sponsors de merde, évidemment, parce que si tu veux te rémunérer dans le monde de la crypto, tu es obligé de... Enfin, tu vas pas te faire rémunérer par les meilleurs, quoi. Tu vas pas faire de l'affiliation pour Binance. On t'a souvent attaqué sur tes sponsors? Ouais, parce que évidemment, comme tous les créateurs de contenu, comme tout le monde, quoi, c'est... Et tu vois, même contre les médias qui, soi-disant, font pas de sponsor, bah, en fait, tu es obligé d'en faire parce que, encore une fois, tu peux pas travailler gratos. Il faut payer les factures, bien sûr. Après, je pense que le plus important, c'est de créer suffisamment de bons contenus pour contrebalancer ces pages de publicité. Et encore une fois, je pense que si tu mets bien les disclaimers et tout, les gens comprennent bien que c'est une page de publicité. Moi, j'aime bien le comparer un petit peu. Tu vas avoir un super reportage sur la malbouffe. Ouais. Et juste avant, tu as une publicité sur McDo. Tu vois. Okay. Est-ce que le total des deux fait pas quand même que c'est une bonne opération? Évidemment, il y a des créateurs de contenu et j'essaye d'être ça. Bah, forcément, j'ai besoin de me financer, j'ai besoin de gagner de l'argent parce que je peux pas créer mon contenu gratuitement avec des projets médiocres. Mais à côté de ça, voilà, je ne vais jamais pousser les gens à acheter des mêmes coins et à rug ma communauté. Tu as déjà pensé à rug ta communauté?
Non, après, moi, petite anecdote personnelle, moi, si j'avais voulu rug ma communauté, en fait, tout début, vraiment, j'ai même pas 100 abonnés. Il y a un abonné qui vient me voir, ouais, j'ai 6-7 millions, j'aimerais bien que tu m'aides à les gérer. 6-7 millions? Ouais, c'est un mec qui avait fait plein de thunes avec l'achat-revente de voitures, etc. 6-7 millions et il t'envoie un message à toi qui a 100 abonnés? Ouais. Ouais, peut-être un peu plus à l'époque. Ouais, ou 1000 abonnés, ou même à 10 000 abonnés. Quoi. Et en fait, il était là, vas-y, tu me gères mon argent, tu as l'air de gérer dans la DeFi et tout, je te passe 1 ou 2 M, tu gères, on fait 50-50 sur les bénéfices, etc. Et en fait, j'aurais pu prendre... T'aurais pu prendre tout et partir. Mais après, si c'est pour pas pouvoir me regarder dans un miroir le reste de ma vie, je pense que ça n'a pas de prix. Tu te souviens d'une sponsor que tu as faite qui, au final, s'est avérée pas dangereuse, mais où vraiment on t'a craché dessus, t'as pris un shitstorm avec ça? Bah, souvent, ça a été les trucs groupés, là, genre un Dolls, tu vois. Okay. Où, au final, les investisseurs de l'ICO, ils ont gagné de l'argent. Je crois qu'ils ont dû faire un x2, un truc comme ça. Donc, c'est marrant, c'est qu'en plus, les gens, ils choisissent le shitstorm sur le mauvais projet. En l'occurrence, un projet qui aurait fait gagner de l'argent aux investisseurs. Mais après, je pense, de toute façon, le résultat, c'est pas le plus important. À partir du moment où tu es dans les règles, à partir du moment où tu es dans la légalité. Okay. Mais voilà, il faut bien comprendre, encore une fois, l'alignement des intérêts. Mon contenu qui est hors sponsor, sur 15 minutes de vidéo, s'il y a 2 minutes de sponsor, faut bien comprendre que 2 minutes de sponsor, c'est valable pour moi, mais c'est valable pour tous les créateurs de contenu. Les 2 minutes de sponsor, le plus souvent, ça permet de financer les 13 autres. Donc, il faut se concentrer sur les 13 autres minutes. Ouais, il ne faut pas juste s'arrêter sur le... Voilà, parce que s'il n'y avait pas de sponsor, il n'y aurait aucun créateur de contenu. Et je pense que sans les créateurs de contenu, vos portefeuilles crypto, il ne verrait pas grand-chose aujourd'hui, il faut être honnête. C'est vrai que ça peut aider, effectivement. Mais qu'est-ce que tu dis alors à tous ces créateurs qu'on se dise, hein, comme on a dit, il y a des bons et de mauvais acteurs, et tous ces créateurs qui vont faire le choix. C'est un choix qui peut se comprendre. On a tous besoin de manger. Il y en a qui sont dans de meilleures situations que d'autres. Hein. Quand tu commences et que tu te mets full-time dedans et que tu n'as pas un euro qui rentre, je sais pas moi, tu as un meme coin qui va venir te voir. Tu dis quoi à ce créateur qui se dit « Ok, vas-y, je vais accepter les $500 de ce meme coin parce que fin du mois, faut que j'aille faire mes courses et tout ». C'est une bonne question. Après, faut savoir valoriser comment dire, ou même $5 000. Voilà, ça fait 2 mois il n'a pas fait de sponsor. Il y a un mec qui lui propose $5 000. Un shitcoin sombre sur Base, tiens. Ouais, non, mais c'est compliqué. Après, il faut savoir valoriser à quel point est ton éthique, à quel point tu penses que ça peut endommager ta communauté. Et je pense que, voilà, moi, je sais que vraiment les shitcoins, memecoins de trucs... Oui, ça, c'est assez sombre. C'est quoi, toi, la plus grosse sponsor que tu as faite? Tu peux pas me dire que tu te souviens pas. La première, je veux bien. La plus grosse, tu peux pas ne pas dire. Prépare-toi parce que je vais te demander un chiffre. Non, il faut... Le projet, je sais pas. Après, en fait, ça dépend vraiment le nombre d'activations que tu fais. Quoi. Si tu fais juste une vidéo ou si tu fais 2 giveaways, 2 RT... Le plus gros package que tu aies pu vendre à un projet sur le plus long terme. Tu vois, nous, typiquement, c'est Realty. C'est Realty. Moi, je pense que le plus gros, ça a peut-être dû être Dolls. Okay. Parce que c'est avec eux, on a vraiment fait plusieurs intés, sur plusieurs semaines, giveaways. Plusieurs mois. Ouais, un peu en 2 fois et tout. Donc au total, ça devait représenter peut-être un peu plus de 10K, quoi. Okay. Pour plusieurs intégrations, plusieurs giveaways, plusieurs retweets, C'était vraiment un gros package. Ouais, c'était un très gros package. Mais par rapport à des trucs vraiment ultra scammy, encore, tu vois, là, les investisseurs de Dolls, ils ont pu tu vois, même faire un peu d'argent. Sur les trucs ultra scammy, moi, j'ai eu des propositions à 50K. Sur surtout des tokens de type fork de PancakeSwap à l'époque, vraiment au tout début, en plus à l'époque où je faisais pas autant de vues. Ok. Parce que ils proposent 50K en fixe, même pas en... Ouais, 50K en fixe avec en plus une affiliation parce que tu as des projets DeFi, tu peux faire un peu de l'affiliation, toucher une partie... Bien sûr, des frais engendrés, bien sûr. Ouais. Et tu dis non? Bah non, parce que je sais que là, j'en vois vraiment, mais... c'est le mur? Ouais, et puis en plus, comme c'était mon domaine d'expertise, je peux pas me permettre, même avec tous les disclaimers possibles, tu as des gens, ils vont faire l'amalgame, ils vont se dire, tu vois, un Dolls, truc de site de cul, les gens, ils comprennent bien que je suis là pour prendre mon petit billet, et voilà. Ouais, un truc sur la DeFi, sur mon sujet, vraiment, je sais que j'envoie les gens au tapis, et c'est pas mon but. Mon but, c'est quand même que les gens... je puisse leur apporter de la valeur et potentiellement faire... Donc, tu as quand même fait la part des choses en refusant qu'on se dise 50K, c'est une très grosse somme. Bah ouais, surtout à l'époque, surtout quand tu débutes. C'est en quelle année, cette somme?
de la Bah, propose. c'est 2021, ça. Ah, c'est juste un an après avoir fait Ouais, ton- ouais, de toute façon, le plus gros, c'est le boule de Ouais, 2021. du boule 2021. Tu dors bien le soir où tu dis non? Hein? Tu dors bien ce soir-là quand tu dis non? Ouais, je dors bien. Il Ouais. n'y a pas de regret. Hein. Ça peut être beaucoup d'argent. Il y a des gens, 50K pour certaines personnes, c'est 4 ans ou 3 ans de salaire. Hein. Bah ouais, même pour moi, ça représente T'imagines? plus d'un an de salaire. Mais après, voilà, faut savoir, Bravo. faut savoir le prix de ton éthique et j'avais pas envie de. Et puis surtout, en plus, souvent les projets comme ça, déjà, il n'y a aucune légalité. C'est pas des boîtes construites, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas un gérant, il n'y a pas de truc, tu peux pas facturer. C'est les mecs qui vont te payer dans un wallet non KYC. Donc déjà, ça, j'ai toujours refusé. Je me suis dit que je commençais l'aventure de créateur de contenu, c'était pas pour un jour devoir aller au tribunal ou me Bien prendre sûr. un contrôle, truc. Donc j'ai t'as- toujours fait les choses dans les T'acceptais règles. comment les paiements? Ah, moi, c'est toujours facture. Facture et eux ils te payaient en euros ou en token aussi t'acceptais? Au début qu'en euros. Et après, une fois que j'ai créé la structure et tout, et qu'il y avait l'avocat, le comptable T'as qui dit voilà cette adresse elle est bonne, tu peux envoyer. voilà, dessus. on a fait le montage pour que je puisse recevoir la crypto. Ouais. Ok. Toujours pour être dans les clous, quoi. T'as eu un vrai bordel sur Twitter il y a quelques années maintenant, je pense. Il y en a Quand encore aujourd'hui. Hein. Ah, il y en a encore aujourd'hui. Quand t'as tapé notamment sur les frais de. Hmm. Est-ce que ça t'a impacté ça? Oui et non, je sais pas. Peut-être après, tu as des Maxi Swissborg qui se sont dit que j'étais l'ennemi parce que je disais que la plateforme, les frais, c'était excessif par rapport aux autres plateformes qui étaient disponibles. Mais Ils sont combien les frais sur. là, je sais pas, là, aujourd'hui, ça doit être un 5. Un 5? C'est trop cher pour toi? Bah, je pense que quand tu as des plateformes concurrentes qui proposent 10 fois moins, autant prendre 10 fois moins, quoi. Ok, moi tu vois, j'ai pas commencé par là, mais j'utilise encore aujourd'hui. Les frais c'est peut-être cher, 1,5%, je suis d'accord. Mais par contre, le parcours utilisateur, etc., c'est plutôt stylé. Genre pour quand tu commences la crypto, la prise en main, le truc, c'est simple. Tu vois, là ou d'autres, donc après, mais c'est vrai qu'après, dès lors, très vite, tu sens. Mais c'est comme à l'intro, pour commencer à investir, une assurance vie que ta banquière te vend, c'est très C'est bien ça. aussi. Hein. C'est très Mais simple. bon, C'est vrai. tu vois, faire un petit peu ses devoirs, ça peut permettre d'économiser pas mal de frais. T'as beaucoup tapé sur Bitcoin aussi. J'accroche pas trop à Bitcoin déjà. Ok. Et, Pourquoi et parce que je pense que la proposition de valeur d'Ethereum est beaucoup plus forte, pour plein de raisons. Ok. Et Est-ce que aussi, c'est une raison de dénigrer Bitcoin? non, mais c'est. Non, mais il y a un truc qui est très drôle aussi, c'est dès que tu tapes un peu sur Bitcoin, il y a des gens, tu sais, qui sont tout rouges derrière T'as l'écran. des gens, des Et il y a un bas-fonds de Twitter qui sortent. J'ai peut-être un petit plaisir malsain à rendre fou des gens sur Twitter. Ouais, je pense qu'il y, Et après- a aussi un peu de ça. Je me rappelle quand tu disais, ouais, et le jour où les millions de Bitcoin de Satoshi ressortent et tout. Et... c'est sûr qu'il y a un petit plaisir, je pense. Ouais, mais après, c'est vrai que tu as des vraies questions. Bah, déjà, par rapport au fait que est-ce que Bitcoin ou Ether va surperformer l'un ou l'autre. Et puis. Est-ce qu'on a besoin vraiment qu'il y ait l'un ou l'autre qui superforme l'un ou l'autre? Ça peut pas rester comme on est maintenant? Bah si, mais après, quand tu es investisseur, quand tu as $1, chaque dollar investi, tu choisis si tu l'investis sur l'un ou sur l'autre. Donc, évidemment, tu prends une. Il y aura bientôt un ETF qui va faire la somme des deux. Ouais, non, mais tu peux déjà faire manuellement la somme des deux. Mais d'ailleurs, c'est pas forcément une mauvaise approche. Moi, personnellement, tu vois, je déteste Bitcoin et tout, mais j'en ai à peu près 15-20% de mon portefeuille crypto. Ouh. Mais tu vois, On va le ma mettre thèse. sur Twitter, ce moment-là. Non, mais je le partage sur YouTube publiquement. Mais tu vois, ma thèse, c'est que je prends Bitcoin plus comme une assurance, en mode, je Pour suis être pas sur la d'accord. crypto, mais pas non plus. Mais voilà, si je me trompe, en fait, si tous ces maxis, ils ont raison et que, Au en cas fait, où. tout le reste, c'est du Ouais, scam et il c'est reste ton que moonbag, Bitcoin quoi. à la fin. C'est l'assurance, voilà. Ok. Je dors mieux la nuit. Si je préfère avoir Ton wallet, il est comment aujourd'hui? En crypto, vraiment ton wallet crypto? quasiment beaucoup d'Ether, un peu de En Bitcoin. pourcentage, à peu près. Ça doit être 70% Ether, 20% Bitcoin. Ether full? Donc Ether. Staké. Ether, c'était juste staké ou non? Ouais, avec Lido en format WSTETH, parce que je me dis que si jamais il y a une loi fiscale rétroactive et que je dois payer la fiscalité sur les récompenses de C'est quoi la staking. différence entre le WST et le STETH? En fait, au lieu de tout, c'est comme la différence entre un ETF distribuant et capitalisant. Au lieu de ça te permet directement dedans. STETH, tu vas augmenter ton nombre de STETH parce que tu reçois
les récompenses de staking. WSETher, en fait, c'est comme un peu une enveloppe capitalisante où ça rentre dans l'enveloppe. Et du coup, tu as toujours une enveloppe, mais juste elle grossit en valeur parce que, entre guillemets, à l'intérieur, tu as de plus en plus Et d'Ether. si dedans, et c'est pour ça la fiscalité, parce que si après, à chaque fois, tu es imposé sur tous ces petits, dans le STETH qui retombe, Voilà. là, t'évites les problèmes. Quoi. C'est ça. Si demain, tu as une loi et qui te dit, vas-y, on est rétroactif sur 1 ou 2 années et que. Tous les jours, t'as reçu des trucs. Voilà, tous les jours, en plus, t'imagines même pas le bordel fiscal. Après, c'est peut-être pour ça que ça passera jamais parce que ce serait quasiment irréalisable. Très compliqué. Mais voilà, pour te protéger, encore une fois, c'est un risque potentiel et ça coûte rien de les avoir en version wrappée. Oui, c'est la même chose. Tu utilises le risk-taking un petit peu? Risk-taking, vraiment vite fait, j'ai posé quelques Ethers juste au cas où. Ah, tu l'as testé quand même, ok. Ouais, mais Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'en pense pas beaucoup. J'ai pas vraiment fait de recherche. J'ai écouté quelques podcasts de Vitalik dessus qui en pensent pas forcément du bien. Et après, encore une fois, je m'en fous un petit peu des implications. S'il y a un petit airdrop à prendre, je prends mon petit airdrop et tu le dumperas instantanément. Ouais, c'est ça. Ok. Donc ton portefeuille, 70% Ether, 15% Bitcoin. Ouais, grosso modo. Et après, c'est un mix d'une dizaine, quinzaine de petites cryptos. Du L2, du Doge, Franchement, je peux même pas te donner la liste parce que je... Et après, ton portefeuille global, enfin ton patrimoine global, il est réparti comment? Il y a un petit matelas, il y a un matelas de sécurité, évidemment. Que tu gardes en cash au cas où. Voilà, un petit coussin de sécurité livret A. Il y a un petit matelas de sécurité par rapport à ma vie. Si jamais un jour je reviens en France, j'ai quelques loyers, une voiture à payer. Ça, c'est en obligation long terme, de côté. Et sinon, il y a le portefeuille. Liquide quand même? Comment? Elles sont liquides, ces obligations? Ouais, sous la forme d'un ETF. Donc l'ETF, tu le vends Très bien. quand tu veux. Donc il y a le portefeuille crypto, le matelas de sécurité. Et le reste, c'est des ETF. En fait, c'est une réplication du monde. En fait, l'idée, grosso modo, c'est posséder toutes les entreprises du monde à leur part égale, suivant leur capitalisation boursière. Donc vraiment une approche passive globale avec petite optimisation. Certains ETF sont PEA, certains sont PER. Certains sont sur CTO, etc. Mais l'idée après ce bull, c'est vraiment de passer et avoir une approche crypto beaucoup plus passive, encore plus passive que... C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais. C'est ton dernier bull. C'est probablement le dernier. C'est le tien ou c'est le dernier bull pour tout le monde? Non, mais je pense que ça va être très différent quand même les prochains bulls parce que tu n'as plus les mêmes acteurs sur le marché. C'est-à-dire qu'avant, le marché crypto, c'était que des singes, quoi. C'était que des retail qui aiment bien mettre du levier et tout. Là, t'as notre population. Levier, déjà. Du coup, ça va ressembler beaucoup plus au marché tradi, je pense. Et les drawdowns vont être beaucoup plus faibles. C'est-à-dire que je pense pas que tu vas revoir des moins 60%. Moins 20% ou moins 40% dans une journée. Si, ça, tu vas le voir. Mais au total, des moins 70, moins 80%, je pense que ça va être racheté beaucoup plus vite. Okay. Et également, dans l'autre sens, ça va être vendu beaucoup plus tôt. Parce que voilà, un gérant un stit d'un fonds diversifié, d'un hedge fund, une fois qu'il a une position que ça s'appelle Bitcoin, Ether ou n'importe quoi qui a fait x2, x3, il va commencer à se décharger, il ne va pas attendre le x10. Tu as aussi eu une vraie cassure avec l'écosystème il y a quelques mois. Tu as décidé de te rebrander. De crypto farmer, c'est devenu farmer. Pourquoi ce choix? À la fois parce que d'un point de vue investisseur et déjà d'un point de vue créateur de contenu, tout ce que je faisais sur la DeFi pendant le bear, je disais les rendements n'étaient pas là, le risque était toujours le même, donc la balance risque-récompense était très mauvaise. C'est pas intéressant. Okay. Donc je sais que beaucoup de personnes, dont c'est le fonds de commerce, ont quand même poussé des protocoles qui après ont eu des gros problèmes, encore une fois sans citer de nom parce que sinon il y aura trop de bip. Mais moi personnellement, encore une fois, je crée du contenu par rapport à ce que je fais, donc quand je fais rien, je crée pas de contenu. Okay. Sur le marché crypto. Donc. Et de l'autre côté, au fur et à mesure, aussi, tu as ton patrimoine qui grossit. Et par rapport à l'investissement tradi, moi, j'avais une approche ultra basique. C'était, au tout début, c'était un ETF Nasdaq. Okay. Après, je me suis dit, allez, je diversifie un petit peu plus. C'est un ETF SP500. Et là, voilà, j'ai vraiment bien bossé mon sujet là, pendant quasiment 1 an, 6 mois, mais vraiment quasi à plein temps. Et voilà, j'ai une approche beaucoup plus globale avec quelques petits ajustements. On peut dire que tu as refait ce que tu avais fait sur ta première chaîne, sur Crypto Farmer au début, de documenter un peu tout ce que tu faisais. Tu le refais maintenant ou cette chaîne Farmer, tu l'as vraiment refaite dans ce style-là? Je
Encore une fois, du coup, là, j'ai divisé mon contenu sur deux Maintenant, chaînes il y a YouTube deux parce chaînes, que bien la deuxième, vraiment, le contenu est totalement différent. Je lis un prompteur, je prépare tout le texte. C'est vraiment une autre qualité de Ah travail. oui, c'est un autre Charles devant nous, là. Mais encore une fois, je l'ai fait parce que je pense que sur Internet, en tout cas en France, en contenu français, alors là, en contenu canadien, américain, tu en as déjà plein qui le font. En contenu français, sur l'investissement tradit, tu n'as personne qui fait comme ça des reviews de papiers académiques sur plein de sujets Donc, c'est intéressants. ce que tu fais maintenant sur la nouvelle chaîne? C'est ce que je fais majoritairement sur la nouvelle chaîne. Voilà, je reprends des sujets souvent populaires. Tu vois, encore la semaine dernière, je parlais de dividendes. Bah, tu vois, je reprends la fiscalité depuis le début. Je fais des simulations pour vraiment réexpliquer en détail. Tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai posté un sondage sur Twitter. J'ai demandé, voilà, si vous receviez des dividendes de la part d'une entreprise européenne, type allemande, est-ce que en recevant ce dividende, vous payez directement ou indirectement des impôts, tu vois? Et alors? 50-50 les réponses. Toi, tu la connais? Tu payes pas les impôts. Mais en fait, tu as une retenue à la source de 26% pour les dividendes C'est pris européens. directement. Bah ouais, donc, du coup, c'est un impôt qui est payé indirectement. Mais du coup, c'est un non-sens. Enfin, vraiment investir sur surtout des actions à fort dividende en PEA, des actions européennes à fort dividende en PEA, c'est vraiment une catastrophe fiscale. Et pourtant, tu as les plus gros créateurs de contenu finance, actions à dividendes, qui font des vidéos, les plus grosses actions à dividendes européennes à mettre en PEA, etc. Alors qu'en fait, si tu fais quelques simulations, etc. Moi, je clique sur une vidéo comme ça en plus. Bah oui, non, mais c'est ça. Moi, je clique là-dessus, tu vois. Encore une fois, c'est le type de vidéo qui fait le plus de vues parce que ce type de vidéo, elles peuvent paraître très pertinentes pour un débutant. Et en tant que créateur de contenu, il a tout intérêt à continuer ce type de vidéo parce que c'est populaire, ça fait de l'affiliation, etc. Alors qu'en fait, quand tu creuses un petit peu le sujet, quand tu fais des simulations, quand tu regardes les chiffres, etc., que tu lis un beau script et que tu présentes tout ça, en fait, tu te rends compte que c'est un non-sens fiscal, fiscal et pour l'investisseur, quoi. On s'est pris la tête, toi et moi, une fois sur Twitter, Tu gentiment, ouais. à propos du DCA. Ok. Qu'est-ce que tu penses du DCA, Charles? Alors, qu'est-ce que tu définis par DCA? Vraiment, l'investissement mensuel? L'investissement mensuel ou vraiment une fréquence, sans sentiment, sans rien. Juste achète, t'y penses pas et Inch'Allah. Parce qu'en fait, il y a deux trucs à savoir pour le DCA, c'est qu'il y a vraiment une confusion. À la base, le DCA, c'est vraiment, tu as une somme à investir et tu la coupes en 10 pour l'investir en 10 fois dans le temps. Okay. Sauf qu'aujourd'hui, sur Internet, vraiment, le DCA... C'est plus ça aujourd'hui sur Internet. Voilà, le DCA, c'est j'investis tous les mois. Mm-hmm. Alors, la première forme de DCA, prendre tes 10 000 euros et les couper en 1000 et les investir sur 10 mois. Ça, c'est peut-être pas... Ça, statistiquement, c'est très mauvais parce que souvent, tu vas investir sur des marchés haussiers. Donc, ça veut dire que tu retardes. Les derniers 1000 euros sont investis 10 mois plus tard. Donc, sur un marché haussier comme le marché action ou le marché des cryptos, tu retardes tout ça. J'en ai fait une vidéo il y a quelques mois à l'époque où le Bitcoin était à 39, il me semble. Mm-hmm. Je disais, c'est un non-sens de faire du DCA, surtout quand on est aussi loin de la TH. Vraiment, il faut rentrer à fond. Okay. Ça a plutôt bien fonctionné. Déjà, mon portefeuille Bitcoin, j'ai fait une entrée en fiat il y a 5 ans et j'y ai pas touché. Okay. J'ai ni rentrée ni sortie. Pas de sortie pour... tu rachètes pas du BTC de temps en temps? Je rachète parce que j'ai fait une prise de profit au boule et après en stable, BTC, je rentre. Mais par rapport au fiat, j'ai pas touché. Et de toute façon, tout mon fiat qui arrive quand je reçois ma paye, ça part en ETF. En ETF. Sans réfléchir, parce qu'en fait, toutes les études académiques le montrent. Là, je parle plus pour le marché action, parce que le marché crypto, tu n'as pas autant d'historique, mais la meilleure stratégie, c'est juste de fermer les yeux et de rentrer, quoi. Okay. À partir du moment où tu as un portefeuille diversifié. Parce que là, évidemment, en commentaire, on va dire oui, non, mais si tu as fait ça en 1980 au Japon, etc. Oui, tu aurais pu t'en sortir. Mais oui, mais qui a investi 100% de son épargne sur un pays alors que ça s'achetait 100 fois les bénéfices? Il faut arrêter. Tu as lancé des formations, 2. Mm-hmm. Une de base qui était gratuite, mm-hmm. une autre qui devait être payante, mais que tu as choisi de laisser gratuite. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer la formation? Lancer la formation, en fait, c'est juste résumé en 15 heures, du coup, une de 5, une de 10, résumé en 15 heures, vraiment tout ce que je pense de mon investissement, tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai à partager. Dans un format où tout est concentré pour
Pas que voilà, tu te poses une question, il faut aller regarder cette vidéo, tu te poses une autre question, il faut regarder cette vidéo. Là, tu as vraiment un déroulé de A à Z. C'est sur 19 questions la première. Et la deuxième, c'est vraiment le bloc matelas de sécurité, épargne moyen terme, épargne long terme, épargne très long terme. Tu vois, c'est vraiment construit. Et pourquoi... Alors du coup, au début, je voulais en mettre une payante parce que vraiment, ça a été... Histoire de peut-être rembourser une partie du temps que tu as mis pour ça. Encore une fois, le but, c'est... C'est Dubaï ici ou... Ouais, encore une fois, le but, c'est pas de travailler gratuit. Après, le truc que je me suis dit, c'est que au final, tout le travail que j'ai fait, si c'est pour que ce soit partagé à 200 personnes qui ont 500 € à débourser, alors ouais, je vais me faire 10K, 20K, bref, une belle petite somme d'argent. Mais au final, je n'aurais pas atteint le but que je veux, c'est vraiment partager le savoir plus de personnes. Et puis en fait, je me suis dit que tout simplement, en fait, les retombées via potentiellement de l'affiliation, via ensuite des partenariats allaient être beaucoup plus forts d'un côté. Donc je me suis dit que c'était vraiment gagnant-gagnant, c'est-à-dire que je partageais mon contenu. Non, ça n'a rien rapporté. Ça n'a rien rapporté. J'ai fait 6 affiliations, Trade Republic, ça m'a rapporté 300 balles. Mais c'est le jeu aussi. C'est le jeu. Et puis encore une fois, tu as ce côté... voilà, tu as une fierté quand même. Tu as partagé 15 heures de formation qui ont été vues par 20 000 personnes. Vraiment, tu as une fierté. Et puis après, quand tu fais une petite sponsor un peu douteuse d'un projet médiocre, bah, tu vois, tu dis, hey, les gars, je fais un sponsor, elle est disclaimée, vous voyez, collaboration commerciale. Ouais, contrairement à certains qui ne le mettent pas, moi, je le mets bien gros, bien visible. Charles, merci beaucoup. Merci à toi. C'est super de te recevoir, mais c'est pas encore fini, on a les jeux. On a les petits jeux. Donc, tu vas voir, tu as 2 cartes pour ou contre dans ton siège. Je te laisse les montrer à la caméra. Ok. Pour, contre. Le jeu est simple. Je vais te donner des notions. Tu vas me dire si tu es pour ou si tu es contre. Ok. C'est bon? Ouais. Droite pour, gauche contre. Comme la politique. Pour la droite, pour. Extrême gauche, contre. Pas mal. Les dividendes. Bah, les dividendes, en fait, les dividendes contre les collecter, mais de toute façon, les dividendes, elles existent. Qu'importe ta manière d'investir, tu vas toucher des dividendes. Après, le but, c'est de ne pas les collecter pour ne pas payer d'impôts dessus, quoi. Les Layer 2. Les Layer 2 pour? Les NFT. Tu t'es fait enfler un peu avec les NFT? Alors moi, j'ai jamais investi sur un seul NFT. Pourtant, je me suis fait chiller par tous mes potes, CoinStation, Edgar Mafia, truc. Je peux te dire que heureusement que j'ai pas suivi leur call. Hein. Heureusement. Les traders sur Twitter. Bah, les traders contre. Tout simplement parce que tu as 1 milliard d'études, tu as 1 milliard de bases de données de pays, de brokers et tout qui sont sortis et les résultats pour les traders. Alors, c'est vrai que quand on regarde crypto Twitter, on pourrait penser que beaucoup de personnes font de l'argent, mais en fait, c'est du 0,1 à 0,01% qui gagnent de l'argent. Donc, voilà, clairement, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous ne gagnez pas d'argent en trading. Les RWA. Les quoi? Les RWA. Les Real World Assets. Ouais, la nouvelle narrative. Ni pour ni contre, ça va strictement rien changer. Le Crypto Daily. Le Crypto Daily pour. Ah, c'est bon. Dernier jeu, je vais te poser des questions, tu me réponds par oui ou non. Ok. Est-ce que tu te verrais intervenir dans une université ou une école? Ouais. Penses-tu que les investisseurs crypto manquent d'éducation financière? Alors ça, c'est pas que je le pense, c'est que tu as eu des études qui ont été faites et qui montrent que les investisseurs crypto sont illettrés financièrement. Est-ce que les Français manquent d'éducation financière? Bah ça, tu as des études, tu as 2% des Français qui ont des ETF sur PEA, donc normalement, ça devrait être, je pense, facile 50-60%. As-tu déjà été tenté par le trading? Ouais, j'ai fait mes petites expériences avec 50 balles au début. Perdu? Je sais plus, c'était en soirée, truc, sur le téléphone. Mais non, sérieusement, non. Est-ce qu'Ethereum devrait être catégorisé comme une security? Je sais pas. Ça fait pump ou pas? Non. Bon, bah alors. Commodity, ça fait pump tout de suite. Ah non. Est-ce que la DeFi manque de simplicité? Oui et non, parce que tu vois, aujourd'hui, il commence à y avoir des solutions vraiment safe,
en un clic ou T'en as à Instadap, non? justement les cofondateurs de Instadap qui ont créé le protocole Fluid qui te permet en un clic d'accéder à des stratégies compliquées, mises à jour régulièrement et tout ça tu l'as en un clic. Donc plus aujourd'hui. Est-ce que l'or est surcoté? Ouais, je sais pas, moi je jamais été attiré par l'or. Est-il intéressant d'investir en bourse pour un petit portefeuille? Ouais, mais un mélange avec la crypto aussi. Est-ce que le farming n'est intéressant que en bull market? Ouais, ça c'est sûr. Et enfin, le plus important pour investir sur une crypto, les fondamentaux ou la narrative? Le plus important, la narrative. Parce que les fondamentaux, de toute façon, est-ce qu'il y en a? Déjà, même si tu penses qu'il y en a, est-ce que vraiment il y en a? Alors que la narrative, c'est elle qui va te faire pumper le prix, quoi. Donc, se concentrer sur la narrative, c'est pas mal. C'est la fin de cette interview. Merci à vous qui êtes arrivés jusque-là. Je pense que vous pouvez vous abonner et mettre un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu. Vous pouvez nous retrouver aussi sur plein de formats différents. On fait des crypto shows, des crypto drinks, des top projets, des newsletters. T'as vu, ça a bien grandi quand même. Hein. Mais oui, j'ai vu le truc là où tu bouffes, là, tu prends les petits shots. Hein. Sympathique ça. Est-ce que je t'avais donné un petit peu l'idée tu te souviens? Sérieux? Je voulais qu'on fasse ça avec oui, avec la cuisine, dans les cuisines à l'époque. Oui. Ouais, c'est vrai. Tu voulais qu'on cuisine ensemble en mode un peu pompette. Ouais, le truc pompette. Bah là, on est pompette, mais on cuisine pas. C'était trop dangereux. C'est encore mieux. En tout cas, vous pouvez retrouver Charles Farmer sur tous ses réseaux. On vous met ses liens en description. N'oubliez pas donc de vous abonner. Et merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque jour. Et c'est ouf. On a passé les 8800 abonnés là. Franchement, c'est ouf. Donc merci à tous. Et c'était Benjamin et Charles pour le Crypto Daily. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.